Bonsoir à tous. À la une ce soir, le lancement de l'utilisation des vaccins Pfizer. Deuxième type de vaccin anti-Covid-19 arrivé sur le sol ivoirien. Lancement fait ce lundi au centre Covid-19 du Parc des Sports de Treichville. 100 000 doses devraient être administrées à 50 000 personnes, soit 2 doses par individu. La Côte d'Ivoire et le Ghana veulent offrir un mieux-être à leurs producteurs de cacao. Un autre pas vient d'être franchi dans ce sens. Lundi s'est tenue la première réunion du comité de pilotage en vue de consolider les textes annexes de la charte à travers, entre autres, la prise de fonction effective du secrétariat exécutif de l'institution. Et puis dans l'actualité culturelle, la naissance d'une nouvelle œuvre musicale signée Magic System, un album de 12 titres qui aborde plusieurs thématiques, dont justement l'incitation à la valorisation des revenus des planteurs de cacao. La Côte d'Ivoire va abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. À la tête du comité d'organisation, un nouveau président depuis lundi dernier. L'ancien ministre des Sports, François Albert Amicha, a officiellement pris fonction aujourd'hui en remplacement de Lambert Fekesse. Le tout nouveau patron du COCAN invite tous les Ivoiriens à se mobiliser autour de cette organisation. Salifi Alekwe, Tanguy Conan. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire a un nouveau patron. L'ex-ministre des Sports, Albert François Amicha, nommé lundi dernier par le chef de l'État, a pris officiellement à travers cet acte les rênes de l'organisation de la fête du football continental ce lundi au siège du COCAN. Il remplace ainsi Lambert Fekesse qui aura passé 4 ans à la tête du COCAN. À cette passation, ce dernier a présenté le visage du COCAN. Les infrastructures sportives, l'évolution des travaux de construction des stades et des cités Cannes est satisfaisante, malgré des retards relevés dans les délais contractuels. La plupart des stades seront livrés en principe entre juin et décembre 2021, à l'exception du stade Félix Houphouët-Boigny sur lequel des incertitudes pèsent en ce qui concerne sa livraison avant fin 2022. François Albert Amicha, mesurant l'ampleur de la tâche, a salué le travail admirable de son prédécesseur. Pour lui, tous les Ivoiriens doivent s'approprier l'organisation de ce grand rendez-vous sportif. C'est une CAN qui se déroule dans plusieurs villes du pays. Nous allons donc associer non seulement l'administration déconcentrée, mais également les structures décentralisées. Et puis en plus, il y a toutes ces personnes bénévoles qui veulent voir la Côte d'Ivoire réussir une des plus belles éditions de la CAN, qui veulent venir travailler au COCAN. La porte leur est ouverte et c'est avec tout ce monde-là que nous allons relever le défi. En 2014, la Confédération africaine de football avait attribué initialement la CAN 2021 à la Côte d'Ivoire. Mais l'organisation de l'édition 2019 a été retirée au Cameroun au bénéfice de l'Égypte en raison du retard pris dans les travaux, entraînant ainsi un report à 2023 pour la Côte d'Ivoire. Le directeur de cabinet du Premier ministre, Emmanuel Aoutou, présidant cette passation, a engagé le COCAN, toujours sous la tutelle de la primature, à relever cet important défi de cette organisation. Dans l'actualité sanitaire, l'utilisation des vaccins Pfizer, deuxième type de vaccin anti-Covid-19, arrivé sur le sol ivoirien, a été lancé aujourd'hui. Lancement fait au centre Covid-19 du Parc des Sports de Treichville. 100 000 doses devraient être administrées à 50 000 personnes, soit 2 doses par individu. Au premier jour déjà, plusieurs Abidjanais ont effectué le déplacement pour bénéficier de ce nouveau vaccin dont le taux d'efficacité est estimé à 95%. Brice Niawa, Eric Kimo. Le vaccin AstraZeneca, la Côte d'Ivoire fait l'expérience d'un autre vaccin nommé Pfizer. Les premières doses de ce vaccin Pfizer ont été administrées ce lundi. Acquises il y a quelques jours par l'État ivoirien, ce sont plus de 100 000 doses qui ont été mises à la disposition des populations. C'est une vaccination au même titre qui s'adresse au même titre que AstraZeneca à toute la population. L'administration se fait en 2 doses, séparées de 3 semaines d'intervalle. Le vaccin va être déployé seulement sur la ville d'Abidjan. Il y a des contraintes en termes de conservation. C'est un vaccin qui doit être conservé à moins 80 degrés et ensuite être ramené entre plus 2 et plus 8 degrés avant d'être administré. Donc, pour le moment, nous n'avons que 100 000 doses
Donc, nous n'avons qu'à vacciner 50. Les populations sont venues en grand nombre pour se faire vacciner. Le fait que ce soit Pfizer, peut-être ça crée un peu plus, ça me rassure un peu plus, vu la publicité que certains se sont fait et aussi le niveau d'efficacité du vaccin. C'est un peu plus rassurant d'avoir un vaccin Pfizer. Et c'est une fierté d'être parmi les premiers à être vaccinés. Je n'avais pas l'information qu'il y avait un nouveau vaccin, donc c'est sur place ici que j'ai appris, mais ça ne m'a pas empêché de le faire. Ça me rassure de faire le vaccin, mais je reste un peu sceptique, attendre de voir les résultats d'ici quelques jours pour voir un peu si mon organisme répond au vaccin. Les personnes ayant déjà fait le vaccin AstraZeneca ne sont pas concernées par celui de Pfizer, selon Daniel Ekra. Aux récentes statistiques, la Côte d'Ivoire comptait 48 044 cas de Covid-19 confirmés, dont 47 445 personnes guéries, 308 décès et 291 cas actifs. La Côte d'Ivoire et le Ghana veulent offrir un mieux-être à leurs producteurs de cacao. Un autre pas vient d'être franchi dans ce sens. Ce lundi s'est tenue la première réunion du comité de pilotage en vue de consolider les textes annexes de la charte à travers, entre autres, la prise de fonction effective du secrétariat exécutif de l'institution. Les précisions de Nadia Eja et Fulgence Kissiedou. Nous n'abandonnerons pas nos producteurs. Un engagement pris par Alex Arnaud Assanvo à sa prestation de serment en qualité de secrétaire exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. C'était lors de la première réunion du comité de pilotage de l'institution. Au cours de cette rencontre qui a réuni les différents ministres de tutelle, des membres du comité de pilotage ainsi que des producteurs, les textes annexes de la charte de cette initiative ont été consolidés. Un pas important pour les producteurs qui ont déjà pu bénéficier du différentiel de revenus décents grâce à cette organisation. Ça a apporté au début de la traite, vous avez vu le cacao était parti jusqu'à 1000 francs. Bien sûr que vers la fin, ça a un peu mélangé, mais c'est quelque chose qui a apporté et ça a vraiment aidé les producteurs à pouvoir avoir un plus-value. À l'instar de son homologue du Ghana, par ailleurs président du comité de pilotage, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani s'est félicité des acquis de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Outre l'adoption du DRD, on note l'appropriation de la norme ISO 34104-4 sur le cacao durable et traçable. Cette norme vise la production de cacao durable sur la base des 3 piliers de la durabilité que sont la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Elle sera le référentiel au niveau du secteur cacao en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent près de 60% de l'offre mondiale en fèves de cacao. La déclaration d'Abidjan à l'origine de l'initiative cacao émane de la volonté des deux chefs d'État d'améliorer les conditions de vie des producteurs de cacao, maillon essentiel de la chaîne de valeur. Dans cette optique, la Côte d'Ivoire a entamé son projet de recensement des producteurs de cacao et de leurs vergers pour la traçabilité de la production à l'exportation. Le secteur de la livraison est en plein essor. Malheureusement, la qualité du service n'est pas toujours au rendez-vous. Plusieurs entreprises de livraison sont pointées du doigt du fait de leur contre-performance vis-à-vis des consommateurs qui sollicitent leurs services insatisfaits à cause du retard ou du manque de courtoisie des opérateurs de livraison. Les Ivoiriens affichent leur mécontentement, société de livraison, entre amateurisme et déception des usagers, un sujet de Brice Niawa et Rikimo. Après avoir commandé un article en ligne, cette dame rencontre un livreur pour le récupérer. Elle est satisfaite du service. C'est maintenant que j'ai sollicité en fait. Je sais que c'était à Makori, je ne trouvais pas en fait, avec les embouteillages et tout. Et là j'ai appelé tout de suite franchement. Elle m'avait dit l'après-midi, mais ça a été rapide, c'était moins efficace. Ouais. Une chance que tous les usagers des services de livraison ne rencontrent pas forcément. S'il faut reconnaître que ce service de proximité facilite la vie à plusieurs personnes, certains usagers dénoncent le manque de professionnalisme chez les opérateurs. On rencontre beaucoup de problèmes avec eux. Ils t'appellent depuis 7 heures. Madame, vous êtes où? Tu donnes ta position, pensant qu'ils vont arriver vite, peut-être à 8 heures par là. Mais ils n'arrivent pas.
Là, comme ça, j'attends un livreur qui m'a appelé depuis 7 heures. J'avais donné rendez-vous à quelqu'un à 10 heures. Il est maintenant midi. Bon, il n'est toujours pas arrivé. On voit qu'il y a des amateurs, ils ne sont pas professionnels. Également, il y a d'autres qui arnaquent. Au début, je travaillais avec des livreurs indépendants, tout ça. Plusieurs fois, il y a eu des livreurs qui sont partis avec mon argent. C'était un peu compliqué. Il y a d'autres aussi, ils sont impolis, parlent mal aux clients, tout ça. Si je perds de l'argent, et puis en plus de l'argent, si tu perds la clientèle, hormis l'argent, même ça peut faire des relations pour plus tard. Face à cette réalité déplaisante, des prestataires affichent leur désolation. Un service parfois insatisfaisant, dû à plusieurs raisons, peuvent expliquer selon eux leur contre-performance. Souvent, il y a les embouteillages, il y a les voitures même qui sont serrées, la moto même ne peut même pas passer. C'est un engin, on ne peut pas se précipiter sur la route. On se précipite sur la route, on peut avoir un accident et puis voilà, la livraison est gâtée. Et nous aussi, on est à l'hôpital. Comme vous-même, vous pouvez le voir actuellement, je suis arrêté là, j'attends un client comme ça. Eux-mêmes, souvent, ils disent qu'on est en retard, mais eux-mêmes aussi sont en retard. On les appelle, dit attendre 10 minutes, mais on attend pendant 1 heure du temps. On est là, on est sur le soleil, vous voyez. Donc c'est un peu ça, c'est pas de notre faute. S'il pleut, on ne va pas demander à un livreur de sortir livrer un colis. Le client, lui, ne comprend pas forcément qu'il pleut. Souvent, il pleut dans une zone, il ne pleut pas dans une autre zone. Et pour lui, tu fais exprès, alors que non. On ne peut pas prévoir les pannes. Le livreur peut partir, sa moto refuse de s'allumer, ça le laisse quelque part là-bas. Ça fait un retard. Les agressions, il y a beaucoup de choses qui font on n'arrive pas forcément à respecter les heures. Avant, les gens agressaient sur la route et tout, mais maintenant, ils se transforment en livreurs. Ils viennent travailler chez toi et ils te volent. Les sociétés de livraison ont bouleversé les habitudes des consommateurs en Côte d'Ivoire. En pleine expansion, ce secteur offre des opportunités d'emploi à de nombreux jeunes. Un nouveau business qui demeure encore en grande partie informel. Le vainqueur de la première édition du Challenge FinTech dédié aux startups à l'initiative de la Société Générale de Côte d'Ivoire est connu. Il s'agit de la start-up Alice, portée par des jeunes Ivoiriens qui permet de suivre des caisses et des stocks. Salif Yalekwe, Tanguy Konan pour la précision. La première édition du Challenge FinTech dédié aux startups évoluant dans la technologie, organisée par la Société Générale de Côte d'Ivoire, a livré ses secrets ce lundi. C'est la start-up Alice, portée par Sheikh et Nelly, qui s'est adjugée la première place de cette première édition avec, à la clé, la somme de 10 millions de francs CFA. De belles perspectives, selon les lauréats. C'est un honneur pour nous d'avoir été primés et surtout d'être accompagnés par le leader de la banque en Côte d'Ivoire. C'est de belles perspectives pour nous, nous qui envisageons effectivement d'accompagner le secteur informel, les maquis, les bars, les restaurants, les cordonniers avec notre solution. Notre offre, c'est une solution de caisse qui permet en un clic de voir un peu toute son activité, ses transactions, ses ventes, la gestion de stock. Le directeur général de la banque initiatrice revient sur l'importance de ce projet. Nous avons voulu organiser ce challenge FinTech pour montrer que Société Générale est un acteur investi dans l'écosystème des FinTech en Côte d'Ivoire. Vous voyez partout dans le monde des initiatives qui se développent et des FinTech qui grossissent très vite. Ici aussi, à Abidjan, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, des acteurs très intéressants. Il nous a semblé important de contribuer à l'éclosion de cet écosystème. Souvent, quand on veut financer des TPE, elles ne sont pas très organisées, pas très structurées. Elles n'ont pas toujours les outils qui leur permettent de se présenter à nous avec les éléments qui vont nous permettre d'apprécier le risque et les accompagner. Et donc, grâce à cette start-up, les entreprises clientes de cette start-up auront, à notre sens, les outils qui leur permettront d'avoir un accompagnement bancaire. Lancé le 26 avril dernier, 10 finalistes avaient été retenus pour cette phase finale. Nous l'annonçons en titre dans l'actualité culturelle, la naissance d'une nouvelle œuvre musicale signée Magic System, un album de 12 titres qui aborde plusieurs thématiques dont justement l'incitation à la valorisation des revenus des planteurs de cacao. Pierre Dipomelin. C'est un retour aux fondamentaux pour le groupe Magic System, porte-flambeau de la musique zouglou en Côte d'Ivoire à travers les 12 titres de son nouvel album, le 12e de la riche carrière des enfants d'Anoumabo. Mais avant la sortie officielle de ce 12e bébé, Assalfo, le leader vocal du groupe, et ses compagnons ne veulent rien laisser au hasard. Ils se livrent à une séance d'écoute pour les derniers réglages
dans leur studio à la Riviera. Chaque détail compte. Ici, ce sont les titres en featuring avec Smarty du Burkina Faso, Fally Ipupa de la RDC et Mix DJ de la Côte d'Ivoire. Les 4 garçons se rendent ensuite chez leur arrangeur fétiche Olivier, où les titres sont au goût des puristes du zouglou. Cette fois dans cet album, on adresse un message à tout le monde, aux jeunes, aux politiques, aux planteurs. En tout cas, c'est un assemblage de thèmes que nous avons voulu élaborer parce qu'après 25 ans de carrière, je crois qu'il ne serait pas justifié pour un groupe de donner un album que pour faire danser. Donc pour nous, c'est un album de maturité dans lequel on devait toucher tous les points essentiels, tous les thèmes importants qui minent notre société et la société africaine. Cet album ne déroge pas à la règle. Il est aussi engagé que les précédents. Il aborde les questions de chômage des jeunes, de l'éducation, de l'immigration clandestine. Il fait également un clin d'œil au monde rural avec un titre consacré aux planteurs du pays. Les pluies ont gagné en intensité ces derniers jours, causant par endroits des inondations. Comment ont fonctionné les nombreux ouvrages de drainage et d'assainissement construits par l'ONAD à travers le district d'Abidjan et comment les populations ont-elles vécu les premières grandes pluies de ces 48 heures? Les réponses dans ce reportage de Pierre-Di Pomelin, Tanguy Conan et Chèque Bleu. Il a plu des cordes du samedi au dimanche. Ces lourdes et interminables pluies ont été un test grandeur nature pour les ouvrages de drainage et d'assainissement construits par l'ONAD afin de réduire les risques d'inondation. Ici, à la Palmeraie, rue Ministre, une rue tristement connue pour ces inondations. Les populations ont sereinement vécu ces fortes précipitations. Les ouvrages réalisés ont bien fonctionné. On est un peu satisfait parce que les travaux qui ont été effectués par ceux qui ont fait les caniveaux, ça nous a sauvés. On n'a pas eu d'inondation ici et on a continué à travailler aujourd'hui. On a connu des moments difficiles. Pratiquement chaque 2 ans, il y avait des inondations ici. Donc, cette année, avec les grosses pluies, je pense que les ouvrages ont fonctionné. Comme la pluie vient de commencer, normalement, ça fait 2 grandes pluies. Je pense que ce n'est pas encore suffisant pour se prononcer. Non loin de là, à la Riviera 3, Sidessi, les habitants de cette cité n'ont pas eu la même chance malgré les travaux réalisés au rond-point à quelques mètres de la cité. L'eau de ruissellement a débordé du canal et envahi les maisons. Le niveau de l'eau est encore visible sur les murs. Kwa Gilbert, un haut fonctionnaire à la retraite, n'a fermé l'œil de la nuit jusqu'au matin. Il poursuit le ménage. On a nettoyé une première fois et de 5 h du matin à 6 h, 7 h, ça a inondé encore. Sa famille a passé la nuit sur le toit de la maison et le dégât matériel est important. Vers 22 h, l'eau a commencé à monter dans les chambres. Nous sommes montés sur le toit de la maison jusqu'à ce que l'eau descende, pour que j'appelle mes filles, mes enfants, mes petits-enfants pour qu'ils viennent nettoyer. On a nettoyé une première fois jusqu'à 3 h du matin, on a tout nettoyé. Et à 5 h du matin, l'eau a repris. Et encore, nous sommes montés encore sur le toit, la maison avec une échelle derrière moi. Nous avions tout perdu. Les fauteuils, les chambres à coucher. Dans 6 chambres ici, tous les matelas sont mouillés. Tous les 3 salons sont mouillés. Voilà dans le désert dans lequel nous sommes. À notre âge, on ne peut plus monter sur le toit de la maison. Le toit de la maison. Si nous étions la présence des petits-enfants, on n'aurait pas pu monter. Là, vraiment, qu'ils fassent quelque chose. Parce que là, trop c'est trop. Trop c'est trop. On ne peut plus supporter. Même constat chez les voisins. Ils craignent le pire si rien n'est fait. L'eau était jusqu'à sur ma poitrine. Elle était un matin, l'eau est arrivée jusqu'à sur ma poitrine. Bon, là, on ne sait pas comment faire. Il faut que l'État puisse voir un peu l'état du coin. Sinon, un jour, un bon matin, on va tous mourir un jour ici. Pourquoi les inondations persistent-elles malgré les travaux d'assainissement et de drainage? Entre autres raisons, l'obstruction des canaux de ruissellement par toutes sortes de déchets. L'incivisme des populations est pointé du doigt. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, qui est sorti faire le tour des points critiques avec les techniciens de l'ONAD,
veut toucher du doigt les dysfonctionnements. Nous sommes ici dans ce quartier qui a été inondé effectivement hier. Dieu merci, pour l'instant, je n'ai pas de cas de perte en vie humaine. Il s'agit maintenant de nous retrouver ensemble, tous les sachants, nous-mêmes, ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, nos collègues du BNET, pour voir ensemble les causes de ces dernières inondations et quelles solutions on peut y apporter. Le directeur général de l'ONAD, après ce constat, indique que ses services apporteront des corrections par endroits pour éviter les débordements des eaux de ruissellement. Nous pensons que l'œuvre humaine est dynamique. Elle est dynamique. Déjà l'année dernière, les travaux importants engagés à la rue Ministre. Il a fallu voir le comportement des ouvrages et par endroits créer des ouvrages de captage supplémentaires. Mais on est dans cette dynamique-là de correction perpétuelle. Direction Yopougon, cité policière. Ici, les riverains sont hors de danger malgré les travaux toujours en cours de ce canal. Hervé Couturier, dans ce quartier, ne craint plus les pluies, même torrentielles. L'eau rentrant dans la maison des gens, mais aujourd'hui, avec les travaux, ça va. Ils ont agrandi le pont, ils ont un peu monté le pont, un peu plus long, donc ça va. Plus d'une dizaine de bassins écrêteurs et 27 km de canaux de drainage et d'assainissement ont été réalisés à travers le district d'Abidjan. La saison des pluies a atteint depuis quelques jours la phase des fortes précipitations et devra se poursuivre jusqu'en août. Le ministre Bouaké Fofana a appelé les populations vivant dans les zones à risque à quitter ces lieux pour éviter les drames des années précédentes. Cette année, le gouvernement planche sur un objectif de 0 mort. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h50.